Quand ma petite fille Chloé a annoncé à ses 16 invités, grand-mère met tout le monde mal à l'aise et elle est embarrassante. Elle devrait partir. J'ai souri, pris mon sac à main et suis parti en silence. Ce qu'elle ignorait, c'est que je venais de dépenser 12 000 $ pour sa fête parfaite. Mais voilà ce qui s'est réellement passé. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai appelé mon conseiller financier et j'ai apporté quelques changements qui allaient apprendre à Chloé ce que signifie vraiment être mal à l'aise. Je m'appelle Ruth Williams. J'ai 74 ans et je vis à Portland, dans l'Oregon. Depuis 6 ans, je construis quelque chose que ma famille n'aurait jamais imaginé de la part d'une enseignante à la retraite. Alors qu'ils pensaient que je tirais le maximum de ma modeste retraite pour les aider, je construisais en réalité une base financière qui leur permettait de vivre pleinement. Voyez-vous, lorsque mon mari Harold est décédé il y a 7 ans, il m'a laissé une assurance vie et le capital de sa retraite. Ce qui a commencé comme une veuve essayant de faire durer son capital s'est transformé en quelque chose de bien plus important. J'ai appris à investir toute seule. J'ai commencé modestement et j'ai vu cet argent fructifier d'une manière qui allait choquer ma fille et ma petite-fille. Elles ignoraient que leur vie confortable, l'éducation de Chloé dans une école privée, sa voiture, ses vêtements de marque, et même cette fête d'anniversaire de 16 ans très chic, tout cela provenait de mon portefeuille d'investissement. Elles pensaient que j'étais juste une grand-mère généreuse faisant des sacrifices. Elles n'imaginaient pas que j'étais une femme dotée d'un réel pouvoir financier, choisissant de le partager avec ceux que j'aimais. Mais ce soir-là, assise dans ma voiture devant le country club, écoutant la musique et les rires, continuant comme si de rien n'était, j'ai réalisé quelque chose d'important. Chloé ne me voyait pas comme sa grand-mère aimante qui soutenait ses rêves. Elle me voyait comme une source d'embarras. Ce qui s'est passé le mois suivant a donné à ma petite fille et à ma fille une leçon de respect, de gratitude et de ce qui arrive quand on mord la main qui nourrit tout son mode de vie. Parce que parfois, ceux qui vous aiment le plus ont besoin d'apprendre à quoi ressemble la vie sans vous. Et parfois, prendre du recul est la plus grande gentillesse que l'on puisse faire pour toutes les personnes concernées. Laissez-moi vous raconter comment une veuve avec une pension d'enseignante est devenue le soutien financier secret d'une famille ingrate et comment j'ai utilisé ce pouvoir lorsqu'ils m'ont enfin révélé leur véritable identité. Avant de continuer, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne. Il y a 7 ans, lorsque mon mari Harold est décédé subitement d'une crise cardiaque, je me suis senti complètement perdu. Nous étions mariés depuis 42 ans et il avait toujours géré nos investissements. J'étais là, à 67 ans, assise dans notre petit appartement de Portland, avec son assurance vie de 180 000 $ et sa pension de retraite de 60 000 $, me demandant comment faire pour tenir le coup jusqu'à la fin de mes jours. J'ai passé cette première année à simplement survivre, à survivre chaque jour sans Harold, ce qui me semblait impossible, sans parler de l'argent ou de l'avenir. Je vivais de nos petites économies, tandis que je pleurais en voyant ces fonds d'assurance stagner sur un compte courant basique, ne rapportant pratiquement rien. Mais ensuite, quelque chose a changé. Peut-être était-ce dû à mon expérience d'enseignante. Ou peut-être était-ce la voix d'Harold dans ma tête qui me rappelait que j'avais toujours été douée avec les chiffres. J'ai commencé à lire des livres sur l'investissement à la bibliothèque. Je regardais des chaînes YouTube financières tard le soir quand je n'arrivais pas à dormir. J'ai même suivi un cours en ligne sur les bases de la bourse au collège communautaire. Il y a 6 ans, j'ai fait mon premier vrai pas. J'étais terrifiée à l'idée de perdre l'argent d'Harold, mais j'étais encore plus terrifiée à l'idée de survivre. J'ai investi 50 000 $ dans des fonds indiciels et 30 000 $ dans des actions à dividendes, juste pour voir ce qui se passerait. C'est là que ma fille Lisa m'a appelée en pleurs. Elle était divorcée depuis 3 ans, travaillait dans le marketing et arrivait à peine à joindre les deux bouts. Chloé venait d'être acceptée à la Riverside Academy, cette prestigieuse école privée, mais les frais de scolarité étaient de 25 000 $ par an. « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Lisa sanglotait au téléphone. Chloé est tellement enthousiaste à propos de cette école, mais je n'ai pas les moyens. J'ai l'impression d'être une mère ratée. J'ai regardé mon petit compte d'investissement qui avait déjà atteint près de 300 000 $ en un an seulement. J'avais réalisé 45 000 $ de gains inattendus. J'ai donc dit à Lisa de ne pas s'inquiéter, je m'occuperai des études de Chloé. Lisa était sous le choc. « Maman, je ne peux pas te laisser dépenser l'argent de ton héritage pour ça. Harold a travaillé trop dur pour ça. »
Mais ce que Lisa ne comprenait pas, c'est que mon petit portefeuille d'actions ne diminuait pas. Il grandissait plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Alors qu'elle pensait que je sacrifiais ma sécurité pour l'avenir de Chloé, je construisais en réalité quelque chose de bien plus grand que ce dont Harold et moi avions jamais rêvé. J'ai commencé modestement en les aidant. Une assurance auto par-ci, 200 $ par mois, de beaux vêtements pour Chloé par-là, peut-être 300 $. Du soutien scolaire quand elle avait des difficultés en maths, 400 $ par mois. Lisa me remerciait constamment, en disant des choses comme « Maman, tu agrandis tellement ton budget pour nous. Je me sens mal. » Si seulement elle savait. Mon portefeuille continuait de grossir. À la 3e année, j'avais 380 000 $. À la 6e année, j'envisageais 650 000 $. Je gagnais environ 50 000 $ par an en gains de placement, ce qui était largement suffisant pour couvrir les 31 000 $ que je dépensais chaque année pour leur train de vie. Je continuais à vivre dans le même petit appartement, à conduire ma Honda 2015, à faire du shopping dans les friperies. Non pas par obligation, mais parce que je voulais que chaque dollar contribue à l'avenir de notre famille. Lisa me voyait consulter mon téléphone, mon application d'investissement, et elle souriait. « Maman, toi et ton petit hobby boursier. Je suis contente que tu aies de quoi t'occuper. Petit hobby boursier. » Si seulement elle savait que sa mère était devenue une sacrée investisseuse. Il y a 4 ans, quand Chloé a eu 12 ans, j'ai ouvert un plan d'épargne-études de 529 $ sans le leur dire. J'y ai mis 1 000 $ par mois. Avec la croissance, il vaut maintenant 58 000 $. Lisa ignore que les études supérieures de Chloé sont déjà en grande partie financées. Ces 3 dernières années à la Riverside Academy, j'ai financé ses frais de scolarité, ses mensualités de voiture et tous les petits plus qui accompagnent le fait de suivre un cursus dans une école privée prestigieuse. Lorsqu'ils avaient besoin d'argent d'urgence pour des réparations automobiles ou des frais médicaux, j'étais là. Quand Chloé a voulu partir en voyage scolaire en Europe l'année dernière pour 3 500 $, j'ai fait en sorte que cela se réalise. Lisa disait toujours « Maman, tu es une grand-mère tellement généreuse. Je ne sais pas comment tu fais avec ta retraite d'enseignante. » En réalité, je ne vivais pas du tout de ma retraite. Je vivais des gains d'investissement du portefeuille que j'avais constitué. Mais je leur laissais croire que je faisais des sacrifices, car je voulais qu'ils apprécient ce qu'ils recevaient. Le mois dernier, lorsque Chloé a commencé à organiser sa fête pour ses 16 ans, elle est venue me voir avec une vision très élaborée. Un lieu de réception au country club, un traiteur professionnel, une décoration design, le genre de fête que ses riches camarades de classe organisaient. J'ai discrètement transféré 8 000 $ de mes gains d'investissement et économisé 4 000 $ supplémentaires sur mon budget mensuel pendant 6 mois. 12 000 $ pour une fête, plus que ce que beaucoup de familles dépensent pour une voiture. Mais je voulais offrir à Chloé la fête de ses rêves. Je voulais voir son visage s'illuminer en voyant tout ce que j'avais organisé. J'étais tellement excitée ce samedi matin-là, supervisant chaque détail au country club, décoration rose et dorée, élégance. Des centres de table, un photomaton avec un décor personnalisé, j'avais créé la fête qui ferait pâlir d'envie Chloé de tous ses amis. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en essayant de donner à Chloé tout ce qu'elle désirait, j'avais oublié de lui apprendre la chose la plus importante, la gratitude. Les changements chez Chloé ont commencé lentement dès son arrivée à la Riverside Academy. À 13 ans, elle s'est soudainement retrouvée entourée d'enfants dont les parents étaient médecins, avocats et cadres du secteur technologique. Des enfants qui vivaient dans des maisons de luxe et partaient en vacances en famille en Europe. Au début, ce n'étaient que des petites remarques. « Grand-mère, pourquoi ne t'habilles-tu pas mieux? Les grands-parents de mon ami portent des vêtements de marque. » Ou encore, « Pourquoi conduis-tu une si vieille voiture? La grand-mère de Madison a une BMW. » J'ai essayé d'en rire. Après tout, je pouvais m'offrir de plus belles choses. J'ai simplement choisi d'investir mon argent plutôt que de le porter. Mais Chloé ne comprenait pas ce choix. C'est lors des événements scolaires que j'ai vraiment commencé à remarquer la différence. J'assistais aux réunions de parents d'élèves ou aux cérémonies de remise des diplômes dans mon département. Je rangeais des robes et des chaussures élégantes, tandis que d'autres grands-parents arrivaient en tenue de luxe et en voiture de luxe. Je voyais Chloé regarder autour d'elle et me comparer aux familles de ses camarades de classe. Son groupe d'amis n'arrangeait rien. Madison,
dont les parents étaient tous deux cardiologues. Trevor, dont le père dirige une entreprise de technologie. Sophia, qui vivait dans une maison à 2 millions de dollars dans les collines. Ces enfants n'avaient jamais entendu le mot « budget » de leur vie. Et Chloé a commencé à vouloir les suivre. « Grand-mère, j'ai vraiment besoin de ce sac à dos pour l'école. Il ne coûte que 400 dollars et tout le monde en a un. Ou peux-tu m'aider à acheter ces chaussures? Elles coûtent 300 dollars, mais je serai la seule à ne pas en avoir. » Chaque fois que Chloé demandait quelque chose, je trouvais un moyen de l'obtenir. Quand elle a voulu partir en voyage scolaire en Europe, j'ai transféré 3500 dollars sans sourciller. Je pensais l'aider à s'intégrer, à se sentir en confiance parmi ses camarades aisés. Lisa ajoutait toujours sa voix à ses demandes. « Maman, tu ne comprends pas à quel point cette école est compétitive. Ces enfants le remarquent. Tout. Chloé a besoin de ces choses pour se sentir bien. » Alors, j'ai continué à lui offrir des vêtements de marque, des chaussures de luxe, des technologies dernier cri. Quand Chloé a eu besoin d'une voiture pour ses 16 ans, j'ai cosigné l'achat d'une belle Honda et j'ai payé les mensualités. 250 dollars par mois, ce qui, selon Lisa, grevait mon budget, mais n'a pratiquement pas affecté le rendement de mes investissements. La famille a commencé à considérer mon aide financière comme si elle était automatique. Réparation de voiture, appelée grand-mère. Frais médicaux non couverts par l'assurance, grand-mère s'en charge. Entretien de la maison. Maman, peux-tu nous aider avec 1800 dollars pour la fuite du toit? Je me souviens d'un mois particulièrement coûteux où leur climatisation est tombée en panne en plein été. 3000 dollars pour un nouveau climatiseur. Lisa m'a appelé en pleurs, disant qu'il n'avait pas les moyens, et Chloé se plaignait que la chaleur affectait ses devoirs. J'ai viré l'argent le jour même. Mais le plus pénible, c'est que lorsque j'ai appelé Lisa plus tard pour vérifier si la réparation s'était bien passée, elle me demandait déjà quelque chose d'autre dont Chloé avait besoin pour ses études. Mon portefeuille d'investissement a continué à croître admirablement. Quand Chloé a eu 15 ans, j'étais assise sur 650 000 dollars, gagnant environ 50 000 dollars par an de gains. Mais au lieu d'être fière de ma réussite financière, je commençais à me sentir comme un distributeur automatique de billets sur pattes. Le vrai mal a commencé quand Chloé a commencé à avoir honte de moi. Elle refusait qu'on la conduise à l'école, préférant le bus. Elle a arrêté de m'inviter aux activités scolaires. Quand j'arrivais quand même, elle me serrait dans ses bras, raide et gênée, et s'éloignait rapidement. Je n'oublierai jamais l'incident de la vente de gâteaux de l'école. J'avais préparé mes fameux cookies aux pépites de chocolat, la même recette que j'utilisais quand Lisa était petite. J'étais si fière d'offrir quelque chose de fait maison à l'école de Chloé. Mais quand je suis arrivée à table pour les poser, Chloé a fait comme si elle ne me connaissait même pas. Une de ses amies m'a demandé « Chloé, qui est cette dame avec les cookies ?» Et Chloé a simplement haussé les épaules et a répondu « Je ne sais pas, juste une bénévole. » Je suis restée là, mon assiette de cookies à la main, à regarder ma petite fille faire comme si je n'existais pas. Cette petite fille dont j'avais financé les études, la voiture, les vêtements et les activités sociales avec mes propres gains durement gagnés. Quand Chloé a commencé à parler de sa fête des 16 ans, j'étais vraiment excitée. Peut-être que ce serait l'occasion pour nous de nous retrouver. Elle est venue me voir avec sa vision de la fête parfaite au country club et j'ai compris à quel point cela comptait pour elle. Grand-mère, je veux que ce soit absolument parfait. Tous mes amis organisent leur fête là-bas et je veux que la mienne soit tout aussi réussie. J'ai immédiatement commencé à planifier. Pendant 6 mois, j'ai soigneusement économisé 4 000 dollars de mon budget mensuel et transféré 8 000 dollars supplémentaires issus de mes gains d'investissement. Location de la salle, traiteur, décoration, photographe professionnel, DJ, tout ce dont Chloé avait rêvé. Lisa n'arrêtait pas de dire « Maman, c'est trop cher. On ne peut pas te laisser dépenser autant d'argent. » Mais je voulais le faire. Je pensais qu'en offrant à Chloé la fête de ses rêves, elle se souviendrait combien sa grand-mère l'aimait. Je pensais qu'elle serait fière de m'avoir là, fière de me présenter à ses amis comme la grand-mère qui a rendu tout cela possible. J'ai passé des semaines à coordonner avec le country club, à choisir les décorations parfaites, à m'assurer que chaque détail corresponde à la vision de Chloé. Du rose et de l'or partout, des centres de table élégants, un photomaton avec ses accessoires, un éclairage professionnel pour la danse. Le matin de la fête,
J'étais tellement excitée que j'ai eu du mal à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la tête de Chloé en découvrant tout ce que j'avais préparé pour elle. Je l'imaginais me prendre dans mes bras, me remercier, peut-être même me présenter fièrement à ses amis. Ce que je n'imaginais pas, c'est que la fête que j'avais organisée pour 12 000 $ allait devenir le théâtre du moment le plus douloureux de ma vie. Car, occupé à essayer d'acheter l'amour et l'acceptation de Chloé, j'avais oublié de lui enseigner la leçon la plus élémentaire, le respect et la gratitude. Et elle allait m'apprendre une leçon que je n'oublierai jamais. Le matin des 16 ans de Chloé, je suis arrivé au Riverside Country Club 2 heures en avance. Je voulais superviser chaque détail moi-même. Après tout, c'était mon cadeau pour elle, et j'étais déterminé à le rendre parfait. Déambuler dans ces élégants couloirs, regarder le personnel disposer les décorations roses et dorées que j'avais soigneusement choisies. J'étais si fier. La salle de bal semblait tout droit sortie d'un conte de fées. D'élégants centres de table ornés de roses blanches et de touches dorées. Des guirlandes lumineuses scintillaient au plafond. Un photomaton professionnel avec des accessoires personnalisés pour célébrer les 16 ans de mariage. Même le gâteau était une œuvre d'art. 3 larmes ornées de délicates fleurs en sucre. Tout ce que je rêvais d'offrir à Chloé prenait forme. Je suis rentré chez moi pour me préparer, choisissant soigneusement ma tenue. Je portais ma plus belle robe bleu marine, celle que j'avais achetée chez Nordstrom il y a 3 ans pour la fête de Noël de l'entreprise de Lisa. De simples boucles d'oreilles en perles qu'Harold m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. J'avais l'air respectable, digne, du moins c'est ce que je pensais. De retour au country club ce soir-là, le parking se remplissait déjà de voitures qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Des BMW, des Mercedes, et même une Tesla. J'ai garé ma Honda 2015 entre une Lexus et une Audi, prenant soudain conscience de la différence. À l'intérieur, Chloé était absolument magnifique. La robe de créateur que j'avais contribué à payer, 400 $ en soie rose douce, lui allait parfaitement. Son maquillage avait été réalisé par un professionnel, une autre dépense que j'avais prise en charge. Elle était entourée de ses amis, toutes sorties d'un magazine. Je me suis approché d'elle avec un grand sourire, les bras ouverts pour une accolade. « Joyeux anniversaire, ma chérie. Tout est magnifique, non ?» Chloé m'a serré dans ses bras, la plus brève et la plus ferme que j'ai jamais reçue d'elle. « Merci, grand-mère, » a-t-elle dit rapidement, avant de se tourner aussitôt vers ses amis. Ça aurait dû être mon premier avertissement. J'ai essayé de me mêler aux autres adultes, mais les différences étaient flagrantes. Les autres grands-parents portaient des tenues de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que mon budget course mensuel. Des bijoux coûteux reflétaient la lumière tandis qu'ils gesticulaient de leurs mains manucurées. Leur conversation portait sur les vacances en Europe et les investissements immobiliers. Je me suis approché d'un groupe d'amis de Chloé, essayant d'être amical. « Tu dois être Madison. Chloé parle de toi tout le temps. » Madison m'a dévisagé avec une confusion à peine dissimulée. « Oh, salut !» Son ton était poli mais froid, comme si elle parlait à une employée. Trevor, qui se tenait à proximité, murmura quelque chose à Sophia qui la fit rire. J'entendis les mots « vieille dame » et sentis mes joues s'enflammer. J'essayais de rester positive. C'était la soirée de Chloé et je voulais qu'elle soit parfaite pour elle. Quand le traiteur avait besoin de conseils pour le service, je suis intervenu pour aider à la coordination. Quand le DJ avait des questions sur la playlist, je m'assurais qu'il avait les chansons préférées de Chloé prêtes. Mais j'ai remarqué les regards que je fus la cible de regards. La façon subtile dont les amis de Chloé s'éloignaient à mon approche. Leurs regards échangeaient quand je parlais. J'entendis Madison dire à une autre fille « Pourquoi cette vieille dame fait-elle semblant d'être la responsable? On dirait qu'elle travaille ici. » Mon cœur se serra. Je réalisai que dans ma simple robe de grand magasin, entourée de tout ce luxe, je devais avoir l'air complètement déplacé. Mais c'était la fête de ma petite fille. J'avais parfaitement le droit d'être là. J'avais payé pour chaque détail de cette soirée. Le moment qui m'a brisé le cœur s'est produit environ 1 heure après le début de la fête. J'étais debout près de la table des desserts, à regarder Chloé rire avec ses amis, quand j'ai décidé de les aborder une fois de plus. Peut-être que si j'essayais un peu plus de créer le lien, elle comprendrait que j'avais ma place ici aussi. Vous vous amusez bien, les filles? Vous avez besoin de quelque chose?
ai-je demandé en souriant chaleureusement au groupe. Madison avait l'air agacée. Tout va bien, a-t-elle dit sèchement. Mais la réaction de Chloé était pire que tout ce que ses amis auraient pu dire. J'ai vu la panique se lire sur son visage. Elle a regardé ses camarades de classe aisée, puis moi dans ma tenue simple, et je l'ai presque vu calculer le coût social de ma présence. C'est alors qu'elle a prononcé les mots qui me hanteront à jamais. « Grand-mère, tu mets tout le monde mal à l'aise et tu es gênante. Tu devrais partir. » La fête s'est arrêtée. Les conversations se sont tues en plein milieu d'une phrase. La musique semblait s'estomper. Tout le monde nous regardait, moi, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Je restais planté là, avec l'impression d'avoir reçu une gifle. C'était ma petite fille que j'avais soutenue pendant des années, dont j'avais financé les études, dont j'avais rendu le train de vie possible. Elle me disait de quitter la fête que j'avais organisée pour 12 000 $. Madison acquiesça d'un signe de tête approbateur. Ouais, c'est censé être amusant, pas gênant. Certains enfants se mirent à ricaner. J'entendais des murmures derrière leurs mains. Tellement embarrassant. Pourquoi viendrait-elle? Pauvre Chloé. J'ai regardé le visage de Chloé, cherchant un signe de regret, un signe qu'elle comprenait la cruauté de ses paroles. Mais je n'y voyais que de l'impatience. Elle voulait juste que je parte pour pouvoir profiter à nouveau de sa fête. La fête que j'avais organisée pour elle. La fête qui m'avait coûté plus cher que certaines familles ne dépensent en voiture. J'ai pris une grande inspiration, redressé les épaules et dit doucement « Bien sûr, ma chérie. J'espère que tu passeras une merveilleuse fête. » J'ai traversé cette salle de bal avec toute la dignité dont j'étais capable, passant devant les élégantes décorations que j'avais choisies, devant le traiteur coûteux que j'avais organisé, devant le magnifique gâteau que j'avais commandé spécialement pour elle. Chaque pas me semblait interminable. Lisa était à l'intérieur, discutant avec d'autres parents, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas vu sa mère se faire humilier publiquement par la petite fille que nous avions emménagée. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai entendu la musique reprendre derrière moi. Rire, conversation, la fête continuant comme si de rien n'était. Comme si la femme qui avait rendu tout cela possible n'avait jamais été là. J'étais assise dans ma Honda sur ce parking rempli de voitures de luxe, écoutant la fête que j'avais financée, mais à laquelle je n'étais plus la bienvenue. Et c'est là que j'ai compris. Pendant 6 ans, j'avais acheté l'amour de Chloé avec mon argent. J'étais tellement concentré à lui donner tout ce qu'elle désirait que je n'avais jamais rien exigé d'elle en retour. Ni respect, ni gratitude, ni même une simple gentillesse. J'avais créé un monstre. Et elle venait de me montrer exactement ce qu'elle pensait de la grand-mère qui avait tant sacrifié pour son bonheur. Mais en quittant ce country club, j'ai réalisé autre chose. Quelque chose qui allait tout changer pour nous deux. J'avais plus de pouvoir dans cette relation que Chloé n'aurait pu l'imaginer. Et il était temps pour elle d'apprendre exactement ce qu'elle venait de gâcher. Le trajet de retour du country club a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de repasser les mots de Chloé dans ma tête. Tu mets tout le monde mal à l'aise et tu es gênante. Sa façon de le dire avec tant de désinvolture, comme si elle me demandait de lui passer le sel. La façon dont ses amis avaient acquiescé d'un signe de tête. La façon dont tout le monde s'était arrêté pour assister à mon humiliation. Je suis rentré dans mon immeuble et suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes supplémentaires, essayant simplement de digérer ce qui s'était passé. Ma petite fille que je soutenais depuis ses 13 ans venait de me rejeter publiquement comme si j'étais un étranger indésirable qui s'était introduit dans sa fête. Mais plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pas seulement blessé, en colère, car je réalisais que ce n'était pas vraiment une question de tenue, de voiture ou de compatibilité avec les autres grands-parents. C'était un manque de respect fondamental qui s'accumulait depuis des années. Quand je suis enfin rentré, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je me suis servi un verre de vin, une bonne bouteille que j'avais gardée, et je me suis assise pour réfléchir sérieusement à ma situation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Chloé quand elle m'a dit de partir. Son regard dédaigneux, le soulagement sur son expression quand je suis parti. Alors, je me suis levé et j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis contrarié, j'ai mis mes pensées sur papier.
J'ai sorti tous mes relevés financiers et j'ai commencé à calculer exactement combien j'avais investi dans la vie de Chloé ces 3 dernières années. Les chiffres étaient stupéfiants, même pour moi. Frais de scolarité à la Riverside Academy, 25 000 $ par an multipliés par 3 ans, soit 75 000 $. Paiement de voiture, 250 $ par mois, multiplié par 18 mois depuis l'obtention de son permis, 4 500 $. Vêtements, chaussures, activités et dépenses sociales, environ 3 000 $ par an multipliés par 3 ans, soit 9 000 $. Dépenses d'urgence que j'avais couvertes pour la famille. Nouveau toit, frais médicaux, réparation de voiture, 8 000 $ supplémentaires au fil des ans. La fête des 16 ans, 12 000 $ pour une soirée. Le fonds universitaire que j'avais constitué à leur insu, 48 000 $ de cotisation, qui s'élève maintenant à 58 000 $ avec la croissance. Je m'attendais à plus de 150 000 $ de soutien direct, plus le fonds universitaire dont ils ignoraient même l'existence. Et pourquoi? Qu'on me dise que j'étais gênante et que je devais quitter une fête que j'avais financée. Dimanche matin, je me suis réveillée avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis préparé un café et j'ai continué mon analyse financière. Mais cette fois, j'ai pris du recul. Mon portefeuille d'investissement avait atteint 650 000 $. Je gagnais environ 50 000 $ par an, ce qui était largement suffisant pour vivre confortablement sans toucher au capital. Je pouvais me permettre de voyager, d'acheter de beaux vêtements, d'emménager dans un meilleur appartement, de faire tout ce que j'avais repoussé pendant que je soutenais Lisa et Chloé. Mais au lieu de cela, je vivais comme si j'avais encore un budget serré, investissant mes succès financiers dans une famille qui me considérait comme une ressource plutôt que comme une personne digne de respect. Plus j'y réfléchissais, plus je réalisais à quel point ils avaient mal compris notre relation financière. Lisa pensait que j'utilisais ma retraite d'enseignante pour les aider. Elle se sentait coupable d'accepter mon soutien, car elle pensait que je sacrifiais ma propre sécurité pour la leur. La vérité était exactement le contraire. Je choisissais de les soutenir pour mon abondance, et non pour ma pénurie. Et ce choix pouvait changer. Dimanche après-midi, j'ai reçu un SMS de Chloé. Merci pour cette super fête, grand-mère. Tous mes amis ont dit que c'était le meilleur anniversaire de tous les temps. Je t'aime. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Je t'aime. Après m'avoir dit que j'étais gênant et que je devais partir, après m'avoir humilié devant ses amis, après m'avoir traité comme un employé lors d'un événement que j'avais organisé pour elle, j'ai répondu simplement « Je suis content que ça t'ait plu, ma chérie. » Mais intérieurement, je prenais une décision qui allait tout changer. Lundi matin, j'ai appelé mon conseiller financier, James Rodriguez, à 8 heures précises. James gérait la croissance de mon portefeuille depuis 4 ans et l'avait vu passer de 300 000 à 650 000 avec un mélange de fierté et d'étonnement. James, je dois te voir aujourd'hui. Je veux apporter des modifications à mes comptes. Nous nous sommes rencontrés à son bureau à 10 heures ce matin-là. James est un homme d'une 50aine d'années bienveillant qui avait aidé de nombreuses veuves à gérer leurs finances. Mais il m'a répété à plusieurs reprises que ma réussite en investissement était remarquable pour quelqu'un qui avait commencé à s'intéresser au marché à 68 ans. Ruth, tu avais l'air contrariée au téléphone. Tout va bien? Je lui ai parlé de la fête, des paroles de Chloé, des années de soutien financier qui ne s'étaient jamais traduites en respect ni en gratitude, de la famille qui me voyait comme un distributeur automatique plutôt que comme une grand-mère et une mère adorée. James écoutait attentivement, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. « Ruth, que comptes-tu faire exactement? Je veux arrêter tout le soutien financier que je t'apporte. » Aussitôt, James a haussé les sourcils. « C'est important. Voyons ce que cela impliquerait. » Nous avons consulté tous mes comptes sur son ordinateur, les virements automatiques que j'avais mis en place pour couvrir diverses dépenses familiales, les comptes consignés où je garantissais les paiements, les cotisations au fonds d'études. D'abord, j'ai dit, je veux arrêter les cotisations mensuelles au fonds d'études de 529 $ de Chloé. Plus de dépôt de 1 000 $. James a immédiatement effectué le changement. Terminé. Ça te fait économiser 12 000 $ par an. Deuxièmement, je veux arrêter de payer les mensualités de la voiture de Chloé. Supprimer mon nom du prêt cosigné.
Ça signifie que Lisa devra assumer l'entière responsabilité du paiement. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Si Chloé peut me dire que je suis gênant, elle pourra apprendre ce que ça coûte de maintenir le style de vie qui la gêne. James doit aussi gérer ce changement. La banque les informera dans les 48 heures qu'ils doivent commencer à payer directement. Troisièmement, et c'est le plus important, je ne paierai pas les frais de scolarité du prochain trimestre à la Riverside Academy. James s'arrêta d'écrire. Ruth, ça fait plus de 6 000 $ qu'ils devront trouver en 3 semaines. Êtes-vous sûr de ça? J'ai pensé à la tête de Chloé quand elle m'a renvoyé. Au ricanement de ses amis, aux commentaires de Madison sur le fait que j'avais l'air d'une employée de maison. James, ma petite fille m'a dit que j'avais mis tout le monde mal à l'aise à une fête que j'avais organisée à 12 000 $. Je pense qu'il est temps qu'elle apprenne ce qu'est un véritable malaise et l'accès à leur fonds d'urgence. Arrêtez tout. Tout. S'il y a des comptes où je suis garant ou co-signataire de leur carte de crédit, supprimez mon nom. James a travaillé en silence pendant une vingtaine de minutes pour effectuer tous les changements que j'avais demandés. Une fois terminé, il s'est tourné vers moi avec un air sérieux. Ruth. Cela aura un impact immédiat et significatif sur leur mode de vie. Ils dépendent de votre soutien depuis des années. Êtes-vous préparé à leur réaction? J'ai bien réfléchi à cette question. Étais-je préparé à la panique de Lisa lorsqu'elle a réalisé à quel point elle dépendait de moi? Étais-je prête à la surprise de Chloé lorsque sa vie confortable est soudainement devenue beaucoup moins confortable? James. Depuis 6 ans, je choisis de partager ma réussite financière avec des gens qui la tenaient pour acquise. J'ai financé le mode de vie d'une famille qui me considère comme une source d'embarras. Je pense qu'il est temps qu'ils comprennent la différence entre mon choix de les aider et le fait qu'ils aient droit à mon aide. En rentrant du bureau de James, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du soulagement. Pour la première fois depuis la mort d'Harold, je prenais des décisions en fonction de la façon dont je voulais être traité et non de mon désir d'être aimé. Mon téléphone a vibré, un texto de Lisa m'a contacté. Maman, merci encore pour tout ce que tu as fait pour la fête de Chloé. Je sais que c'était cher, et j'apprécie tous les sacrifices que tu as faits pour nous. Des sacrifices? Elle pensait toujours que je me sacrifiais. Elle ignorait que j'avais bâti un portefeuille qui aurait pu financer leur train de vie indéfiniment s'ils m'avaient témoigné un minimum de respect et de gratitude. Mais ça allait changer. J'ai répondu, de rien, ma chérie. J'espère que Chloé a appris quelque chose de cette expérience. Oh, elle allait apprendre quelque chose. D'accord. Elles en avaient appris toutes les deux. Car à partir de maintenant, Ruth Williams ne finançait plus le train de vie de ceux qui étaient gênés par sa présence, et elles allaient découvrir exactement ce que leur vie confortable leur avait coûté et qui en avait payé la facture. La première semaine après ma rencontre avec James, rien ne s'est passé. Les démarches étaient en cours auprès de diverses institutions financières, mais Lisa et Chloé ignoraient totalement que leur vie allait basculer. Chloé m'a même envoyé plusieurs SMS cette semaine-là pour me demander de petites sommes d'argent. Grand-mère, peux-tu m'envoyer 150 $ pour des chaussures neuves? Il y a cette paire que tous mes amis ont. Et plus tard, peux-tu m'aider avec 200 $ pour des places de concert? Les parents de Madison en achètent pour nous deux. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit « Non, ma chérie. Tu devrais demander à ta mère ce genre de choses. » J'ai répondu aux 2 SMS. J'étais presque perplexe au téléphone. Grand-mère disait toujours oui. Grand-mère trouvait toujours un moyen de faire bouger les choses. Plus maintenant. La deuxième semaine, c'est la réalité qui m'a rattrapé. Mardi matin, Lisa m'a appelé, paniquée. Maman, j'ai reçu un appel vraiment bizarre de la banque. Ils m'ont dit que je devais commencer à payer moi-même les mensualités de la voiture de Chloé. Je croyais que tu t'en occupais. C'était vrai, ai-je dit calmement. Mais j'ai décidé qu'il était temps que tu prennes en charge les dépenses de Chloé directement. Comment ça, maman? Je ne peux pas me permettre 250 $ de plus par mois pour le moment. Je croyais qu'on avait un arrangement. On en avait un, Lisa. Mais les arrangements peuvent changer. Il y a eu un long silence au téléphone. Est-ce que c'est à cause de quelque chose? Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai failli rire. Lisa n'avait aucune idée de ce que Chloé m'avait dit à la fête. Elle était restée à l'intérieur à discuter avec d'autres parents, ignorant complètement que sa fille avait humilié publiquement la femme qui finançait tout leur train de vie.
Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose de mal, ma chère. C'est que je fasse des choix différents sur la façon dont je dépense mon argent. Mais maman, tu sais à quel point je suis serrée. Je comptais sur ton aide. Elle comptait dessus. Pas reconnaissante. Pas reconnaissante. Comptant dessus comme si c'était son droit. Je comprends que ce soit un ajustement, Lisa. Mais j'ai confiance que tu trouveras une solution. Le vendredi de cette deuxième semaine, la vraie crise a frappé. Lisa a reçu un appel du service de facturation de Riverside Academy. Le paiement des frais de scolarité du trimestre suivant, d'un montant de $6 250, était dû le lundi suivant, et leur prélèvement automatique sur mon compte avait été refusé. Lisa m'a immédiatement appelé, la voix tremblante. Maman, il y a eu une erreur avec les frais de scolarité de Chloé. L'école dit que le paiement a été refusé. Peux-tu appeler ta banque? Il n'y a pas d'erreur, Lisa. Je ne paierai pas les frais de scolarité de ce trimestre. Le silence au téléphone a duré si longtemps que j'ai cru que la communication était coupée. Comment ça, tu ne paieras pas? Maman, Chloé est en deuxième. Elle ne peut pas arrêter l'école comme ça. Elle peut tout à fait continuer à aller à l'école. Mais pas à Riverside Academy. Maman, on ne peut pas payer ses frais de scolarité sans ton aide. Tu le sais. On en a déjà parlé. Oui, on en a parlé souvent, mais on n'a jamais parlé de savoir si Chloé apprécie l'éducation que je finance ou si elle respecte la grand-mère qui lui a permis de vivre. Lisa est restée silencieuse un instant. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix était plus basse. Il s'est passé quelque chose à la fête? Tu es partie plus tôt. Il s'est passé quelque chose, Lisa. Ta fille m'a dit que j'étais gênante et que je mettais tout le monde mal à l'aise et m'a demandé de partir. À la fête que j'avais dépensé $12 000 pour l'organiser, j'ai entendu Lisa halter. Elle a dit « Quoi ?» devant tous ses amis, en public, après que j'ai organisé tous les détails de sa parfaite fête de 16 ans. Maman, je n'en savais rien. Je parlais à d'autres parents à l'intérieur. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. J'apprécie tes excuses, Lisa, mais ça ne change rien au fait que j'ai financé le style de vie de quelqu'un qui me considère comme une honte. Laisse-moi parler à Chloé. On va arranger ça. Elle s'excusera. C'est trop tard pour les excuses, ma chérie. Les décisions ont déjà été prises. Ce week-end-là, c'était le chaos chez Lisa. Je le sais parce que Lisa m'a appelé 6 fois, chaque conversation plus frénétique que la précédente. Samedi. Maman, j'ai regardé les écoles publiques. Chloé devrait commencer en milieu de semestre. Ça va ruiner sa première année. Dimanche. Maman. Chloé a pleuré toute la journée. Elle dit que toutes ses amies vont penser que quelque chose ne va pas avec notre famille. Lundi matin. Maman, j'ai dû appeler pour dire que j'étais malade au travail pour aller à l'école. Ils ont besoin d'être payés avant la fin de la journée, sinon Chloé ne pourra pas aller en cours demain. J'étais un peu désolée pour Lisa. Elle n'avait vraiment pas su ce que Chloé m'avait dit, mais je n'étais pas assez désolée pour changer d'avis. Mardi, Chloé m'a appelé directement pour la première fois. Elle pleurait. Grand-mère, s'il te plaît. Maman dit que tu ne paies plus l'école. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Mes amis vont penser qu'on est pauvre. Chloé, tu n'es pas pauvre. Ta famille a juste besoin de vivre selon tes moyens plutôt que selon les miens. Mais je ne peux pas aller à l'école publique. Tu sais ce que ça ferait à ma réputation? Je sais exactement ce que ça ferait, ma chérie. Ça t'apprendrait ce que coûte vraiment ton style de vie et qui le paie. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait de mal. C'est là que j'ai senti ma patience finir par craquer. Tu n'as rien fait de mal, Chloé. Tu m'as dit que j'étais gênante et tu m'as demandé de quitter une fête que j'avais organisée pour toi, $12 000. Tu m'as humiliée devant tes amis alors que j'avais financé tes études et ton style de vie pendant 3 ans. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu exactement? Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus basse. J'ai juste... Mes amis te regardaient bizarrement et j'étais gênée. Gênée par ta grand-mère. La grand-mère qui paye $25 000 par an pour vos études. La grand-mère qui a acheté ta voiture, tes vêtements, financé tes activités sociales et économisé $58 000 pour tes études supérieures. Encore un long silence. $58 000. Je mets $1 000 par mois dans un fonds pour tes études depuis tes 12 ans.
Tu pensais que ta mère pouvait se permettre la Riverside Academy avec son salaire de marketing? J'entendais Chloé commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait gaspillé. Je peux remettre l'argent, murmura-t-elle. Je peux arranger ça? Non, Chloé, tu ne peux pas, car ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect, et on ne peut pas remettre le respect une fois qu'on l'a jeté. La 3e semaine a été marquée par la crise des cartes de crédit. Lisa utilisait des cartes de crédit que j'avais co-signées, pensant que les plafonds étaient basés uniquement sur ses revenus. Quand mon nom est apparu comme garant, ses plafonds ont chuté drastiquement. Sa carte a été refusée à l'épicerie, refusée à la station-service, refusée quand elle a essayé de payer les photos de fin d'études de Chloé, prévues des mois à l'avance. Lisa m'a appelé en larmes. « Maman, je ne peux même pas faire les courses. Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas. » Elles fonctionnent bien, Lisa. Les plafonds viennent d'être ajustés pour refléter tes revenus réels plutôt que les miens. Comment ça, tes revenus? Tu es retraité. C'est là que j'ai réalisé à quel point ils avaient mal compris ma situation financière. Lisa, je dois t'expliquer quelque chose. Quand ton père est décédé, je n'ai pas simplement gardé l'argent de son assurance vie. J'ai appris à l'investir. Mon portefeuille vaut maintenant 650 000 $. Silence de mort. 650 000 $. Je gagne environ 50 000 $ par an en gains de placement. C'est ce que j'utilise pour subvenir aux besoins de ta famille. Pas ma pension de professeur, pas mes petites économies, mes revenus de placement. Je ne comprends pas. Tu vis si modestement. Tu conduis cette vieille voiture. Tu fais tes courses dans les friperies. Parce que j'ai choisi de vivre en dessous de mes moyens pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais toi et Chloé n'avez jamais vu ça comme un choix de ma part. Vous y avez vu un droit. La 4e semaine, Chloé a dû entrer au lycée public de Lincoln. C'est un excellent lycée, mais ce n'est pas la Riverside Academy. Pas d'uniforme, pas de prestige, pas de camarades riches à impressionner. Lisa m'a appelé pour me raconter comment se passait la transition. Maman, Chloé, est malheureuse. Elle dit qu'aucun de ses amis de Riverside ne lui adresse plus la parole. Elle se sent marginalisée. C'est malheureux, mais c'est aussi instructif. Instructif. Comment elle apprend ce qui arrive quand on construit son style de vie sur la générosité de quelqu'un d'autre et qu'on mord la main qui nous nourrit. Pendant ce temps, j'apprenais quelque chose aussi. J'apprenais ce que ça faisait de dépenser mon argent pour moi-même pour la première fois depuis des années. Je me suis acheté une nouvelle garde-robe, pas des vêtements de marque, mais des pièces de qualité qui me donnaient confiance en moi et me mettaient en valeur. J'ai échangé ma Honda 2015 contre un superbe modèle 2022, doté de toutes les caractéristiques que j'admirais. J'ai emménagé dans un bel appartement avec vue sur les montagnes. Pour la première fois depuis la mort d'Harold, je vivais comme une femme avec 650 000 $ d'investissement, et non comme une personne qui allonge sa retraite. J'ai également rejoint un club d'investissement pour retraités et découvert toute une communauté de personnes qui appréciaient mes connaissances financières. Ces personnes voyaient dans mon origine modeste et la croissance impressionnante de mon portefeuille des réussites dont je pouvais être fier, et non des hontes à cacher. 6 semaines après la fête, Lisa et Chloé sont venus me voir dans mon nouvel appartement. Chloé a à peine parlé de toute la visite, mais je l'ai vue admirer les meubles rénovés, le quartier plus agréable, les signes évidents que je ne vivais plus comme une personne au budget serré. « Maman, dit Lisa prudemment. Je veux que tu saches que j'ai longuement parlé à Chloé de ce qu'elle t'a dit. Elle comprend maintenant que c'était mal. » Chloé hocha la tête d'un air malheureux. « Je suis désolée, grand-mère. Je le suis vraiment. J'essayais juste de m'intégrer à mes amis et j'ai dit une bêtise. J'ai regardé ma petite fille, je l'ai vraiment regardée. Elle avait maigri à cause du stress. Ses vêtements venaient de chez Target au lieu des boutiques que je finançais. Elle avait l'air fatiguée et sincèrement pleine de remords. Chloé, j'apprécie tes excuses, mais être désolée ne suffit pas à réparer les dégâts. Être désolée n'efface pas le fait que tu étais prête à m'humilier pour impressionner des gens qui n'en valaient clairement pas la peine. On ne peut pas recommencer à zéro? Demanda-t-elle doucement. On peut avoir une relation, ma chérie. Mais elle sera très différente de ce qu'on avait avant. Comment ça? Je veux dire, plus de soutien financier automatique. Plus besoin de supposer que grand-mère paiera. Plus besoin de prendre ma générosité pour acquise. Lisa intervint.
Maman, et le fonds d'aide aux études dont tu parlais? Le fonds d'aide aux études existe toujours, 58 000 $, mais Chloé devra y avoir accès. Comment? En me montrant constamment au fil du temps qu'elle accorde plus d'importance à notre relation qu'à ce que je peux lui offrir financièrement, en me traitant avec respect et gratitude, pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Et si elle le fait, a demandé Lisa avec espoir, on verra bien. Mais ce ne sera ni automatique ni inconditionnel. Plus maintenant. 3 mois plus tard, Chloé a commencé à travailler à temps partiel dans un café du coin pour aider Lisa à payer sa voiture et ses dépenses personnelles. C'était son premier emploi, et honnêtement, c'était une bonne chose pour elle. Elle m'envoie régulièrement des SMS maintenant, mais les messages sont différents. Au lieu de me demander de l'argent, elle me raconte sa journée, ce qu'elle apprend dans sa nouvelle école, comment le travail lui apprend la valeur de l'argent. Le mois dernier, elle a utilisé son argent pour m'acheter des fleurs pour mon anniversaire. Ce n'étaient pas des fleurs chères, mais elles comptaient plus pour moi que toutes les fêtes de créateurs que j'avais financées. Je voulais te les offrir moi-même, m'a-t-elle dit en les apportant, pas te demander de l'argent pour t'acheter un cadeau. C'est là que j'ai compris qu'elle commençait enfin à comprendre. Lisa s'efforçait aussi de reconstruire notre relation. Elle a commencé à me poser des questions sur mes investissements, sincèrement intéressée par la façon dont j'avais construit mon portefeuille. Elle a même commencé à investir une partie de son propre argent, inspirée par ce que j'avais accompli à partir de mes 68 ans. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais douée avec l'argent, maman. Elle m'a dit récemment, j'ai toujours pensé que papa s'en occupait. J'ai appris, Lisa, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Est-ce que je regrette de leur avoir coupé les vivres? Pas une seconde. Parce que ce que j'ai gagné était bien plus précieux que ce qu'ils ont perdu. J'ai retrouvé l'estime de moi-même. J'ai noué des relations fondées sur l'amour plutôt que sur la dépendance financière. Et j'ai eu la satisfaction de savoir que mon argent m'appartient, que je peux le donner ou le garder selon la façon dont on me traite. Le fonds pour les études est toujours là, fructueux avec les intérêts. Chloé y aura probablement accès un jour, une fois qu'elle aura prouvé qu'elle me considère comme sa grand-mère et pas seulement comme son distributeur automatique. Mais surtout, j'ai retenu la leçon principale, j'ai appris qu'on ne s'achète pas l'amour ou le respect avec de l'argent. On ne peut acheter que la dépendance et le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Et j'ai appris que parfois, la meilleure chose à faire pour les gens qu'on aime est de leur faire découvrir le coût réel de leur choix. Si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis par la famille que vous avez soutenue, souvenez-vous de ceci, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et il n'est jamais trop tard pour l'utiliser et exiger le respect que vous méritez. Car la dignité n'a pas de prix. Et ce n'est certainement pas quelque chose que vous devriez payer pour qu'on vous l'accorde. Voilà mon histoire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille ingrats qui s'attendaient à votre générosité sans vous en témoigner leur reconnaissance? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires comme la mienne.